franchement, j'étais nulle. Et peut-être je lui ai gâché sa vie parce que ça se trouve, elle est repartie, elle était enceinte. C'est comme de la prostitution, mais sauf que là, tu prostitues l'intimité de ton être, quoi. Et donc, je pense que la fiction doit vraiment nous proposer des imaginaires enviables, atteignables. L'actrice Lucy Lucas est l'invitée cette semaine dans le podcast Impact Story. Vous la connaissez sûrement pour son rôle dans la série Clem ou pour son engagement écologique qui n'a pas toujours été simple. Pendant des années, dès que je parlais d'écologie, je perdais des milliers de followers. C'était hallucinant. C'est après avoir grandi à Asnières avec des parents qui ont des difficultés à finir les fins de mois que Lucy s'est engagée dans les causes sociales. J'ai jamais supporté l'injustice. Et moi, il y a un truc qui est vraiment rentré dans ma tête, c'est que même si on est tout petit, on peut faire changer les choses. Après une carrière de mannequin, elle s'est lancée dans l'acting et même si on l'a souvent découragée de s'engager, elle a toujours tenu bon, bien que sa popularité ait explosé avec son rôle de Clem. Son enfermement dans son personnage l'a beaucoup impacté et elle a même dû voir un psy parce qu'elle se met tellement dans ses personnages qu'elle a l'impression de vivre leur trauma. Son engagement pour l'écologie est un moteur pour elle et elle veut continuer à changer les mentalités et continuer à se battre pour des productions plus écolo. Je veux aider à sensibiliser et à faire entendre des voix qu'on entend moins. En fait, on est capable de tout. On a une créativité et on a des moyens qui sont incroyables. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs. L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bonne écoute. Bienvenue Lucie sur le podcast. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir. T'es une actrice engagée, une actrice militante. Il y a plusieurs termes pour te décrire et j'ai l'impression que c'est assez rare dans l'industrie cinématographique. Est-ce que pour commencer, tu pourrais répondre à la question que je pose à tous les invités? Est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec? J'ai une idée là en tête qui est vraiment un truc qui me fait hyper de peine. Un jour, avec ma belle famille, on est parti au Maroc parce que ils avaient des amis mes beaux-parents avaient des amis qui leur prêtaient une villa. Voilà, mes enfants étaient, j'en avais que 2 à l'époque et les filles, elles avaient peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Et on va là-bas, les vacances se passent bien, donc c'était genre à une demi-heure de Marrakech. Les vacances se passent bien, la maison est ultra agréable. Bon, moi, je suis hyper choquée parce que tout le monde laisse la clim à fond alors qu'il fait hyper chaud. Bref. D'un point de vue écologique, je suis pas à l'aise du tout là-bas, mais sinon, la vie est douce, ça se passe bien. Et il y a une jeune femme qui vit dans le jardin, dans une cabane dans le jardin, avec son père, sa mère et son petit frère. Et elle s'occupe de l'intendance un peu de la maison, donc elle nous fait à manger, elle fait le ménage, bon. Et je la trouve vraiment intelligente et je m'entends super bien avec elle et il y a un vrai super feeling. Elle est beaucoup plus jeune que moi, elle a genre 18 ans. Et je dis, et puis en partant, au bout d'une semaine, je lui dis, bon écoute, je te trouve vraiment géniale Fatima, et si jamais tu viens en France, fais-moi signe, et puis je sais pas du tout ce que je pourrais faire, mais n'hésite pas, quoi, fais-moi signe. Et son père me dit, ouais, elle est pas mariée parce que c'est un diamant et que je veux vraiment pas... je veux vraiment pas qu'elle soit malheureuse. C'est elle est tellement précieuse pour moi. Donc c'est très important qu'elle... voilà. Mais bon, en même temps, elle avait arrêté l'école à 13 ans, je crois. Et puis je m'en vais, on s'en va. Et genre 6 mois plus tard, coup de fil, c'était un 16 décembre. C'est elle. Et elle me dit, bah voilà, je suis arrivée. Je suis à Paris. C'est vrai. Et j'ai dit, waouh, ok, super. C'est dommage que tu me préviennes maintenant parce que là, c'est un peu galère, mais ok, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, là, je suis chez des amis des parents, mais il faudrait que je parte. Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais vivre? Ce que je pourrais faire? Et en fait, elle était ultra innocente. Elle connaissait rien. C'est vraiment comme si elle était, mais vraiment, elle avait débarqué sur une autre planète. Elle avait même pas l'électricité dans sa maison et tout ça. Il y en avait dans la villa, mais sinon. Et donc, au début, on l'a accueillie à la maison. Et voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai pu... moi, j'avais acheté un petit appartement pas très loin de là, avec mes premiers sous de comédienne. Et
Et j'avais... Bon, bref, là, il était libre. Et donc, du coup, je lui propose de s'installer dedans. Et en fait, je lui parlais comme une fille de 18-19 ans, parisienne, quoi. Et je me suis pas rendu compte du tout qu'on pouvait pas... Enfin, que c'était tellement une planète différente qu'elle avait besoin de beaucoup d'accompagnement. Et en fait, elle était super intelligente, donc super débrouillarde. Le lendemain, elle est arrivée à la maison en me disant « J'ai pris le bus, j'ai changé de bus, j'ai machin. » Vraiment trop forte. C'est tout débrouillé toute seule, sauf qu'en fait, elle m'a dit très vite « Oui, j'ai trouvé un travail, je fais la plonge dans tel restaurant. » J'ai dit « Bon, ok, très bien. » Et puis en fait, après, elle revient, elle me dit « Oui, et là, j'ai trouvé un autre travail, c'est à Pigalle. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je boive de l'alcool avec les clients, alors ça m'embête un peu. » Je lui dis, oulala, oui, bah non, mais pas du tout, en fait. T'es pas du tout, jamais, il n'y a aucun travail en France qui t'oblige à boire de l'alcool, déjà, premièrement. Et je sais pas ce que c'est cet endroit, mais donc j'essaye de la sensibiliser un peu sur Pigalle, sur plein de choses. Et elle me dit, non, mais ok, ça va, très bien. Et en fait, j'ai essayé de lui dire, peut-être tu pourrais avoir accès à une formation. Moi aussi, j'étais d'une naïveté incroyable, hein, parce que depuis, je travaille avec une association qui accueille des migrants à Asnières, là où j'ai grandi. Et en fait, c'est extrêmement compliqué pour toute personne qui n'est pas française d'accéder à de la formation, à des droits, à des soins, à tout, en fait. Vraiment, c'est un parcours du combattant hallucinant. Et moi, je ne me rendais pas complètement compte encore à ce moment-là. Et donc, je disais, on pourrait trouver une formation. Parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'elle puisse s'émanciper en tant que femme. Parce que là, clairement, bon, au Maroc, ce qu'elle faisait, c'était du service, voilà. Mais c'était pas de l'esclavage. Moi, c'était quand même un peu limite, quoi. Et en fait, elle, je me rendais compte qu'elle n'arrivait pas à se projeter comme ça. En fait, ce qu'elle voulait, c'était trouver quelqu'un de riche et s'émanciper comme ça. Et même au début, ça me blessait un peu. Je me disais, mais pourquoi elle réagit comme ça ? Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais vraiment un esprit c'est hyper douloureux pour moi d'en parler parce que j'étais remplie de préjugés, malgré ma bienveillance, malgré ma bonne volonté. Et en fait, j'ai eu fait du mal à cette fille parce que je ne l'ai pas assez accompagnée. Et je pense qu'elle s'est fait avoir. Et je pense qu'elle s'est fait manipuler par plein de prédateurs autour d'elle. Et du coup, je pense que elle a fait une dépression assez vite. Et du coup, l'appartement était dans un état horrible et elle ne sortait plus. Elle restait enfermée dans le noir et tout machin. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Et je lui ai dit, il faut que tu rentres chez toi parce que je voyais que la situation, j'arrivais pas à l'aider. Qu'en fait, elle s'enfermait dans un sale truc. Et en plus, moi, je devais partir en tournage tout le temps. Donc, je ne pouvais pas être auprès d'elle régulièrement. Et donc, en fait, on a fini fâchés. Elle est repartie chez elle. Et je lui ai dit que je voulais plus de nouvelles. Et en fait, c'est vraiment un énorme échec. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir sur espèce de truc où on veut être le sauveur. Mais le sauveur de quoi et qu'en fait, ça me fait beaucoup de peine. J'étais nulle. Franchement, j'étais nulle. Et peut-être je vais gâcher sa vie parce que ça se trouve, elle est repartie, elle était enceinte. Et si c'est ça, c'est l'horreur. Enfin, pour elle, je sais pas comment ça s'est passé après, tu vois, mais voilà. Et en fait, j'ai été tellement blessée. Bon, je l'ai pas. Enfin, j'ai retrouvé des bijoux à moi en fait chez elle et je lui en ai énormément voulu, alors qu'en fait, j'ai rien à juger de tout ça parce que elle était. Je l'ai vraiment entraînée dans un truc ingérable pour elle, en fait. C'était ingérable. Et en fait, donc, comme j'étais hyper fâchée, je me suis sentie trahie. Donc, j'ai plus envie d'avoir de ses nouvelles, rien. Et en fait, aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. J'ai perdu sa trace et je sais pas ce qu'elle est devenue. Et ça se trouve, sa vie est détruite à cause de cette espèce de rêve qu'on a monté toutes les deux avec notre immaturité. Et voilà, sauf que j'ai quand même une responsabilité parce que j'étais nettement plus âgée qu'elle. Mais moi, je trouve ça ouf que tu te sens responsable alors que dans 99% des cas, je pense que personne n'aurait proposé justement de pouvoir l'accueillir et aurait fait tout ce que tu as fait pour elle, tu vois. Et ça déjà, moi je trouve que c'est ultra fort, c'est ultra puissant et même tu as essayé de l'aider, sachant que vraiment peu de gens auraient eu la même démarche que toi. Tu as essayé de l'aider, tu as fait ton maximum et en fait, c'est pour ça aussi que c'est le travail, qu'il y a des assos qui travaillent dessus et que c'est ultra dur, c'est parce qu'en fait c'est quasiment un métier et que c'est pas facile à faire, quoi. Ouais, c'est un métier, donc c'est pas facile à faire et je pense aussi que 99% des gens aussi à ta place
auraient réagi comme toi et qu'ils n'auraient pas forcément justement pu faire tout ce que tu voulais faire. Hein, peut-être. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est un échec. C'est vraiment un échec. Et d'ailleurs, en effet, oui, c'est pour ça, tu fais bien de le dire, qu'il y a des associations et qui sont beaucoup plus formées, en fait, et dont c'est la vraie vocation, dont c'est vraiment le rôle. Et par contre, ça, oui, j'invite tous ceux qui ont envie d'aider à se rapprocher de ces associations-là. Et moi, je le vois bien, d'ailleurs, avec l'association donc AMA, AMA, Accueil Migrants Asnières, où, en effet, on s'occupe de pas beaucoup de familles parce que c'est un engagement énorme. On les aide à vraiment déjà on les aide à surmonter l'administration, ce qui est déjà pour quelqu'un qui est né en France, c'est très compliqué. Ouais. Mais alors vraiment pour quelqu'un qui y arrive, j'ose même pas imaginer. On les aide vraiment à trouver une école pour les enfants, à trouver un médecin traitant, à trouver à s'entendre, à rencontrer leurs voisins, à avoir une vraie vie quelque part, à s'intégrer dans le quartier, dans la communauté de quartier. Et donc ça prend du temps, c'est long de part et d'autre parce que nous, on voudrait... on ne peut pas s'empêcher de vouloir que tout aille bien, que ça... Voilà, de donner beaucoup d'énergie pour... Et moi, je vois parfois... Je me souviens quand on avait accueilli des Ukrainiens et qui nous renvoyaient en permanence que, de toute façon... Dès qu'ils peuvent, ils se barrent, ils veulent pas rester et que non, ça les intéresse pas de s'intégrer au quartier en fait. Et ça peut paraître un peu blessant pour les bénévoles. Et en même temps, non, ils viennent dans des conditions très particulières et qui font qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Et donc chaque personne est différente, vient avec des besoins différents. Et il faut s'adapter, il faut apprendre à se comprendre aussi quand on ne parle pas la même langue. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, en effet, oui, j'invite tous les gens qui auraient envie de faire comme moi parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, vraiment de passer par des associations. Sinon, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et ça vient d'où le fait de t'engager comme ça? Parce que du coup, là, on voit que tu t'engages pour des causes sociales, mais aussi écologiques. Et ça vient d'où? Ça vient de... J'ai jamais supporté l'injustice. Voilà. Et donc, et je sais pas, en fait, je crois que culturellement, je trouve qu'on est tous très, très endoctrinés. Et moi, il y a un truc qui est vraiment rentré dans ma tête, c'est que même si on est tout petit, on peut faire changer les choses. Et donc voilà, qu'il y a toujours, voilà, je sais pas, alors c'est un peu religieux ce que je veux dire, mais il y a David et Goliath, il y a Jeanne d'Arc, qui sont qui sont des figures qui sont vraiment minuscules devant l'impossible et qui arrivent quand même à faire changer des choses. Donc, il y a 1000 autres exemples. Là, on dirait que je suis du Rassemblement national, c'est pas du tout le cas. Mais, voilà. Mais c'est vrai que donc il y avait ça et le fait aussi, je pense que moi, j'ai beaucoup, beaucoup souffert dans mon enfance et mon adolescence. J'ai été notamment énormément agressée sexuellement. Parce que d'ailleurs, j'en profite pour le dire, quand ça arrive une fois, en fait, souvent ça arrive d'autres fois, parce que quelque part, en fait, quand ça nous arrive une fois, il y a comme un programme aussi qui rentre en nous où devant cette situation, souvent, on devient extrêmement docile parce qu'on a peur pour sa vie. Et donc, du coup, les prédateurs, une fois que le programme est inoculé, après, ils le sentent en fait plus facilement. Donc, c'est pour ça que souvent, on n'est pas victime qu'une fois que d'une personne. Et donc, moi, en fait, pendant longtemps, je me suis vraiment dit, comment ça se fait que les adultes ne voient pas ce qui est évident? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas l'air, mais même en dehors des agressions sexuelles, comment ça se fait qu'ils n'ont pas l'air choqués par la violence des enfants entre eux, par exemple? Plus que ça, qui disent toujours c'est des trucs d'enfants. C'est pas des trucs d'enfants, c'est supra violent. Et vraiment, je me suis jurée de ne pas oublier ça une fois que j'étais grande, de ne pas devenir insensible ou aveugle, et d'essayer de tendre la main, parce que moi, il y a des moments où je me suis dit, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Et donc, voilà, je pense que ça vient de là, peut-être. Et t'as des enfants aujourd'hui, t'en as 3, et du coup, comment t'essayes de faire en sorte justement de les aider à ce niveau-là, à tous ces niveaux?
Bah, je leur parle tout le temps. Déjà, moi, je leur dis que j'ai vécu des trucs pas drôles et que je me suis sentie très seule et que j'aimerais vraiment que ça leur arrive pas. Que je pourrais pas les empêcher de rencontrer les mauvaises personnes ou de tomber, de se faire mal. Et que c'est même peut-être pas souhaitable parce que la vie, c'est comme un contrôle de maths ou d'anglais. Tu choisis pas le sujet, en fait. Tu choisis pas le niveau de difficulté. On te donne un exercice et après, bah, t'arrives à y répondre ou pas. Et si t'arrives pas à y répondre, c'est pas grave. Tu peux tirer des leçons et faire que la prochaine fois, tu y arriveras mieux, tu vois. Mais c'est pas à nous de choisir le niveau de difficulté, en tout cas. Et donc, du coup, ça, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Mais par contre, vraiment essayer de transmettre à mes enfants que c'est ensemble qu'on arrive à résoudre les choses le mieux possible. À plusieurs, ça, oui, que vraiment l'union fait la force. Qu'on a intérêt que vraiment... qu'on a tout intérêt à tisser des liens de confiance pour pouvoir se sentir pour écouter et écoutable quand on a quelque chose à dire, que si on n'a pas pris l'habitude de soigner un lien de confiance ou de se confier, voilà, quand le jour où il faut le faire, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Et voilà, aussi de se faire confiance à eux, qu'ils sachent qu'ils ont énormément de force. Moi, je leur dis, je suis assez spirituelle et je crois en Dieu, enfin je crois en une énergie en tout cas créatrice qui nous dépasse complètement et qui peut vraiment nous aider si on en fait la demande. Il faut en faire la demande, sinon de quel droit en fait cette énergie viendrait interférer dans le cours des choses. Et je leur dis qu'eux-mêmes, ils sont cette énergie, ils sont Dieu. Et donc, en fait, qu'ils ont les mêmes pouvoirs que Dieu. Mais que vraiment, la particularité de l'être humain, je pense, c'est vraiment de faire société. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment accéder à un certain épanouissement, à un certain équilibre, une certaine harmonie. Voilà. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais faire quoi ? Je voulais tuer les méchants, comme mon fils. Non, en vrai, je savais pas trop. Pas avocate ? Si, j'ai eu envie d'être avocate. J'ai eu très envie d'être avocate. J'ai beaucoup hésité à être avocate. Et en fait, mes parents, ils nous ont élevés avec vraiment 1500 € à eux deux par mois. C'était vraiment pas grand-chose. Et à Paris, ouais, en Ile-de-France. Ouais, à Asnières. Et ça, moi, ça m'a fait souffrir quand même. J'ai trouvé ça vraiment dur de voir ma maman pleurer, pas savoir comment on allait finir le mois. J'ai vraiment manqué de rien. Ils nous ont tout donné, mais j'ai senti la pression gigantesque qui était sur leurs épaules, en fait. Et moi, je me suis dit, toi, tu la supporteras pas, tu n'y arriveras pas. Il faut pas que tu aies cette pression-là. Donc, j'ai tout de suite décidé qu'il fallait que je gagne des sous. Et donc, voilà, je voulais être avocate, mais je ne me voyais avocate que dans l'humanitaire. Et c'est là où ma mère m'a dit, si tu veux être payée en poule, il n'y a pas de problème, mais sinon, ça va être compliqué, ma chérie. Et du coup, j'ai changé d'avis et j'ai eu l'occasion de devenir mannequin. Donc, je suis devenue mannequin. Voilà, ça me permettait de ne pas faire d'études et de gagner des sous assez facilement. Et après, c'est le patron de mon agence de mannequin qui, lui, me disait que j'étais faite pour être comédienne et pas mannequin. Et donc, du coup, qui m'a quelque part obligée à devenir comédienne. Il m'a dit, si tu fais... Je t'ai trouvé une école pour travailler face caméra. Et parce que moi, j'avais déjà fait du théâtre depuis 10 ans. Okay. Pendant 10 ans. Et il m'avait dit, si tu n'y vas pas, je te donne plus de casting de mannequin. Donc j'ai pas eu le choix. Et je le remercie parce que oui, c'est évident que j'étais pas heureuse dans le mannequinat du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'aimais pas dedans ? Je gagnais bien ma vie parce que j'avais un créneau un peu spécial, j'étais petite, pas du tout anorexique et très expressive. Donc je gagnais bien ma vie, je travaillais beaucoup parce que pour faire tous les trucs où il faut justement passer un peu d'émotion, avoir un peu... voilà, bon, ça se passait bien. Mais par contre, c'était insupportable d'être un bout de chair comme ça, vraiment
Et puis, il y a vraiment un truc méchant dans ce milieu où en fait, un truc tacite qui te dit t'es considéré comme... à partir du moment où t'es mannequin, c'est que a priori, t'es jolie. Et donc, on te fait aucun cadeau, en fait. Mais aucun cadeau. Et dès qu'on peut te rabaisser, on le fait. Dès qu'on peut te faire sentir un objet, on le fait. Donc, c'est vraiment un milieu débectant. La seule chose que j'ai bien aimée, c'est que j'avais 10 heures de transport par jour pour faire tous les castings dans Paris. Et que, du coup, j'ai dévoré un nombre de livres incroyable. Okay. Incroyable. J'avais pas de smartphone à l'époque. J'étais une résistante. Attends, mais l'époque, c'était quoi? C'était il y a 10 ans? Non, plutôt 20. Il y a 20 ans? Ouais, presque 20, ouais. Ah oui, ok. D'accord. C'était le tout début des smartphones. J'ai mis un peu de temps à en avoir. Et tu continues à lire aujourd'hui? J'ai fait une grande pause. J'ai pas du tout réussi à concilier maternité et lecture. Pas du tout. Pardon. Maternité, carrière et lecture. Okay, on aurait enlevé la carrière, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, mais là, c'était totalement impossible. Et donc j'ai même perdu le goût de lire, et là, je le retrouve depuis genre 2 ans, et je me remets à lire vachement, ouais, je kiffe. Trop bien. Et attends, juste sur le fait du coup, tu deviens mannequin, et ensuite, il y a justement le boss de cette agence de mannequinat qui t'inscrit à des castings, et comment tu le prends à l'époque? Enfin, toi, tu disais que tu voulais faire comédienne. Enfin, comment c'est arrivé? Comment t'as... Moi, j'ai fait du théâtre de mes 9 ans à mes 19 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé le théâtre pour vaincre ma timidité, parce que j'étais extrêmement timide. Et en fait, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je me suis retrouvée avec... d'abord, le théâtre était assez exceptionnel. C'était un vrai théâtre avec des grands rideaux rouges, avec tout l'imaginaire du théâtre qu'on peut avoir, et c'était assez merveilleux. D'ailleurs, le prof était tout à fait prédateur, donc je pense que c'était étudié. Moi, il m'a pas agressée de façon trop violente, mais c'est quand même ça qui a fait que je suis partie. Mais j'ai jamais arrêté le théâtre. Et en fait, pourquoi je te disais ça? J'ai commencé le théâtre. Et oui, et en fait, je me suis retrouvée sur cette scène avec les projecteurs dans la figure, et je voyais plus du coup les gradins, je voyais plus rien, j'étais vraiment dans ma bulle. Et là, ça a été magique en fait, et ça a été très facile pour moi de me transformer dans des personnages complètement très très éloignés de moi, très drôles, très exubérants, et voilà, ça a été un peu une révélation, oui, pour moi à ce niveau-là. Mais par contre, je disais toujours que je voulais pas être comédienne. Je trouvais ça mais tellement prétentieux de dire moi je serais comédienne. C'était pas du tout imaginable pour moi de me projeter là-dedans pour gagner ma vie. Et en plus, comme j'avais décidé que je gagnerais bien ma vie, ça me paraissait extrêmement précaire comme travail, et je voulais pas être intermittente, donc non. Donc voilà, et puis ça m'a rattrapée avec ce patron d'agence de mannequins là, Claude, qui m'a dit non mais je pourrais pas faire de toi un top modèle, t'es beaucoup trop petite. Non, il faut que tu sois comédienne, c'est ça ta voix, moi je le sens, je le sais. Je te laisse-moi tranquille. Et puis en fait, c'est vrai que après ces 6 mois de formation là qui m'a fait faire, j'ai eu accès à un casting. Il y a un directeur de casting qui a appelé mon agence de mannequins en disant on veut une mannequin, on cherche une mannequin qui sait jouer la comédie. Okay. Et du coup, Claude m'a appelé et m'a dit tu vas avoir ce casting. Et en effet, je l'ai eu. Le rôle de Karine la pute. C'était un peu violent. Mais j'étais très inspirée pour ce personnage parce que j'avais été un peu harcelée par une fille qui était tout à fait ce type de personnage. Donc j'avais pris le temps de bien l'étudier, de bien étudier mon ennemi. Et du coup, voilà, elle m'aura servi à ça. Ce harcèlement m'aura servi à devenir comédienne. C'est pas rien quand même. C'est un échec qui t'aurais pu commencer par ça aussi. Mais ok, d'accord. Et du coup, quand on devient comédienne, donc là, tu passes premier casting, là, tu as ce premier rôle. Et ensuite, c'est quoi la suite? Tu enchaînes les castings? Ouais, la suite, après, c'est... dès le premier jour de tournage, je comprends que je suis 10 fois plus à l'aise dans cet exercice-là que dans celui du mannequin. Donc, il faut que je me lance là-dedans. Ça m'énerve parce que... on est cotés, donc les mannequins on est cotés, les comédiens on est cotés, donc en fait j'étais arrivée à une bonne cote en tant que mannequin et j'ai dû reprendre de zéro avec le métier de comédienne, mais en fait
ça s'est quand même assez vite bien passé. Bon, les 2 premières années ont été dures quand même, vraiment. Ouais, j'ai couru les castings, j'en ai passé, enfin, je sais pas, j'en obtenais 1 sur 50. Il y avait de quoi vraiment désespérer plein de fois, surtout qu'en plus, régulièrement, on me disait que j'étais le choix numéro 2. Je m'en fiche, il n'y a pas de médaille d'argent pour le 2e. Et puis, en fait, voilà, s'il y a des comédiens qui nous écoutent et qui commencent, voilà, déjà, sachez que si vous arrivez numéro 2, c'est que ça sent très bon et qu'il faut tenir. Là, c'est le moment où il faut tenir. Et que sinon, pour les autres, de toute façon, oui, c'est très long. Et la vie ne nous amène pas toujours là où on s'attend. Mais moi, en tout cas, je regrette pas du tout mon parcours. Et en fait, j'ai toujours essayé d'imaginer, de projeter ma vie. Et elle est toujours arrivée un peu à côté de ce que j'avais projeté. Et en fait, c'était toujours mieux. Elle voit mieux les choses. Elle a plus de recul, la vie, que nous. Donc voilà, il faut garder confiance et il faut savoir que c'est normal de passer 50 castings et d'en obtenir qu'un, voire de ne pas en obtenir. Et je me demandais, mais quand on est actrice ou acteur, quand on joue un personnage, comment ça Enfin, j'imagine que c'est peut-être un peu différent en fonction des gens, mais tu te mets dans la peau du personnage, tu essaies vraiment de ressentir ses émotions, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que quand tu joues un personnage, tu deviens ce personnage, ou quand tu joues un personnage, tu vois, tu le construis un peu de manière objective et tu dis, bon, je vais être comme lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois très bien. En fait, il y a plein de techniques et d'étapes différentes et chacun fait... Enfin, on n'a pas tous la même formule. Vraiment, on n'a pas tous la même approche du métier. Moi, ça a été vraiment par étapes. Puis je me suis cherchée. Voilà, au début, c'est très difficile. Quand tu as 18 ans, tu n'as pas vécu grand-chose quand même. Ou les trucs durs que tu as vécu, tu les as bien enfouis. Donc en fait... c'est difficile de te servir de ton expérience perso pour nourrir un personnage. Donc là, tu es plus dans la composition, tu imagines qu'il pourrait ressentir ça ou que machin. Et puis, plus tu grandis dans la vie, et moins tu as à composer, et plus tu as juste à aller piocher dans les trucs de ta vie, dans des souvenirs, pour revivre en fait des émotions. Voilà, après, moi je pense quand même que l'idéal, c'est d'être le plus sincère possible. Et pour être le plus sincère possible, en effet, tu es amené quand même à vivre une espèce de schizophrénie, dans le sens où oui, tu deviens le personnage vraiment. Et donc là, t'as plus à composer, tricher, tricoter. Tu vis ce qu'il vit, quoi. Donc ça, c'est l'idéal. Et moi, je trouve, en tout cas. Mais par contre, c'est le plus abîmant. C'est idéal, mais c'est idéal au niveau de la sincérité. Par contre, moi, je me suis rendu compte qu'il allait probablement falloir que je fasse de la psy pour les traumatismes de mes personnages. Okay. Wow. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu deviens le personnage, ce qu'il vit t'impacte réellement, vraiment. Okay. Et je me suis rendu compte de ça parce que le dernier tournage de Clem, justement, Clem perd sa maman dans un accident de voiture et c'est elle qui conduit. C'est Clem qui conduit. Donc grosse culpabilité, machin truc. Et donc là, on est 5 ans plus tard, vraiment, réellement, 5 ans plus tard, 5 ans après avoir tourné cet accident. Et je retourne avec Victoria Abril, qui joue la mère de Clem. Et je la revois en rêve. Mais bon, là, du coup, je la revois en vrai. Et en fait, je me mets à pleurer et je suis incapable de m'arrêter de pleurer. Le réalisateur dit couper et je pleure, je continue à pleurer. Et je sais pas je comprends pas pourquoi, mais je vois les images de l'accident, je me revois au cimetière en train de lui dire au revoir, alors qu'il y a des caméras autour, tu vois. Mais et là, je me rends compte qu'en fait, oui, ce que Clem a vécu, ça m'a vachement impacté en fait aussi, tu vois, ça m'a vraiment sincèrement bouleversée. Et donc c'est un peu spécial. Et quand tu te rends compte de ça, tu commences à flipper un peu. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup, quand même, d'aller aussi loin ? C'est une vraie question, j'ai pas la réponse pour l'instant. Ouais, mais du coup, vous êtes accompagné, je sais pas, sur le niveau santé mentale ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça m'explique un petit peu pourquoi
Désolée pour tous mes amis du milieu qui m'écoutent, mais pourquoi je nous trouve tous fous, en fait. Vraiment, c'est... Moi, je me suis toujours dit que je ne ferais pas ce métier toute ma vie, parce que quand je vois les gens qui font des carrières longues, vraiment, ils me font peur. Ils me font peur. Ils sont dans une espèce de... Ils sont obligés, quelque part, pour se protéger, de se mettre hors de la réalité. Et ça serait long d'expliquer comment ils font, mais je veux dire... Parce qu'en plus, quand tu fais ce métier, généralement, c'est que tu es extrêmement sensible et que tu as justement des névroses. Donc, quelque part, oui, tu peux les soigner je sais pas, il y a un côté, oui, il y a un côté où tu peux... c'est un exutoire aussi, tu vois, ce métier, où tu peux sortir des choses que tu n'arrives pas à sortir autrement. Donc ça, c'est bien, mais trouver la limite sans que ça aille trop loin et sans que ça t'affecte et sans que ça t'apporte des névroses que tu n'as pas, bah là, je sais pas. Et en effet, moi, je trouve que ouais, c'est un métier qui est un peu flippant sur la longueur, ouais, franchement. J'avais jamais... Non, c'est sûr que il y a quelques histoires d'acteurs qui sont restés un peu bloqués dans des personnages, justement, et ça les a vachement atteints. Et ok, donc je savais pas du tout que vous n'étiez pas accompagné. Enfin, je me disais qu'il y avait peut-être un accompagnement là-dessus. Ah, du tout, zéro. Okay. Zéro. Et même, il y a plein de réalisateurs qui nous disent tu peux pleurer là, comme si. Ouais. Enfin, qui ça se voit, n'ont aucune conscience alors que tout le monde est en train de faire des blagues. Victoria Abril, elle me disait ça. Elle me disait franchement, c'est comme de la prostitution, mais sauf que là, tu prostitues ton intimité. Alors, c'est de l'intimité aussi, ouais. Le corps, mais l'intimité de ton être, quoi. Tu vois, tu te sers de tout ce qu'il y a de plus secret en toi, de toutes tes blessures, de tes tripes, tu les mets sur la table comme ça, et puis encore et encore et encore, et ça affecte, c'est obligé. Et si on revient sur justement, si on continue à parler de cinéma, donc toi, tu es aussi connu pour le fait d'être engagé sur des causes écologiques. Est-ce que tu n'as pas eu peur justement que ça puisse nuire à ta carrière, à ton image? Parce que finalement, des acteurs engagés, il n'y en a pas tant que ça. Et comment, toi, à partir de quel moment tu décides de rendre ça public, entre guillemets? Et voilà, est-ce que tu as eu peur justement à un moment que c'est des répercussions sur ta carrière? Ah bah oui, j'ai eu peur au début parce qu'en plus, on n'arrête pas de nous dire que si on dit un mot plus haut que l'autre, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'on peut vraiment être ban, qu'on en a vu tellement qui sont portés au nu et puis qui après dégringolent ou finissent dans la misère, que c'est déjà tellement de chance d'être là où on arrive que voilà, faut respecter ça, il faut donc évidemment que j'ai eu peur, mais d'abord il y a un truc qui m'a aidée clairement, c'est que moi, je voulais surtout pas être enfermée dans un seul personnage. Je voulais vraiment faire ce métier pour vivre 1000 vies, pour me mettre dans 1000 peaux différentes et mieux comprendre l'être humain, tout simplement. Et parce que j'aime raconter des histoires et partager des émotions. Et en fait, je me suis retrouvée très, très vite enfermée dans le rôle de Clem. Donc, parce que ça a eu énormément de succès tout de suite et que du coup, mon visage était identifié à cette série et voilà, on ne me voyait pas ailleurs. Donc, j'ai été très vite enfermée. Et en fait, j'ai beaucoup souffert de cet enfermement-là. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, de toute façon, t'es enfermé. Et par contre, TF1 ne peut pas te virer parce que tu dis, il faut protéger la nature, tu vois, faut pas déconner. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut l'ouvrir, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut dire publiquement, moi, je veux défendre le vivant, la nature, la biodiversité, et je veux aider à sensibiliser et à faire entendre des voix qu'on entend moins sur ces sujets-là. Vraiment, toi, tu peux le faire parce que quelque part, t'es safe. Voilà, TF1 a trop besoin de toi. Et toi, t'es enfermé de toute façon. Donc, t'as quoi à perdre? Rien. Donc, vas-y. Et donc, ça m'a aidée, je pense. Tu vois, alors que si j'étais pas enfermée, peut-être j'aurais plus hésité. Et alors après, c'est vrai que c'est d'abord sur les réseaux sociaux que je me suis exprimée. Et là, pendant des années, vraiment, c'était quand même assez hémorragique. Dès que je parlais d'écologie, je perdais des milliers de followers. Ah ouais. C'était hallucinant. Wow. Okay. Mais des 5000, des 10 000, comme ça, dans la journée, vraiment. C'est waouh, je suis énorme. Ok, d'accord. Et c'était il y a 10 ans maintenant, tu vois. Ouais, ok. Et donc ça, c'était assez impressionnant.
Et bon, je me disais, quelque part, je me disais, d'abord, je comprenais pas. Je comprenais pas. J'étais pas en train de préconiser la mort de quelqu'un ou de la violence ou un truc. Non, pas du tout, tu vois. J'étais en train pour moi, je défendais la beauté, quoi. Tu vois, la beauté, l'amour. Il y avait pas de. Donc, je comprenais pas comment ça pouvait être aussi clivant et aussi dérangeant pour autant de gens. Ça, c'était un premier truc. Ensuite, je me disais, quelque part, tant mieux qu'il s'en aille s'il supporte pas que je parle de ça, tant mieux qu'il s'en aille. Et en même temps, ça m'embêtait vraiment parce que je me disais, oui, mais il faut garder le lien. Et en effet, tu vois, parce qu'en plus, régulièrement, donc, quand je parlais d'écologie, les gens partaient, mais avant, ils me laissaient des petits messages bien pas tendres, mais hyper paradoxaux. Genre, t'es vraiment une connasse, mais je t'adore. Ah oui. Mais vraiment, des trucs, t'es vraiment débile à parler d'écologie, tu t'es fait complètement laver le cerveau, c'est n'importe quoi. Bon, mais c'est quand que ça passe, Clem? Parce que vraiment, avec ma famille, on rate pas un épisode. Des trucs, j'étais là, mais vous êtes bizarres, les gens. Et je me disais, oui, mais tu vois, là, moi, en fait, peut-être mon rôle dans cette société, j'en sais rien, peut-être qu'on n'a pas un rôle prédestiné, mais en tout cas, j'avais ce truc de... les gens avaient de l'affect pour moi parce que j'étais dans le salon de la famille à 21h. Et donc, en fait, quel que soit ce que je pense, on était liés. Et ce que je dise, on était liés. Tu vois, quelles que soient nos différences, il y avait un truc... presque un truc familial, en fait. Ouais, presque un truc familial, comme le tonton, que t'en peux plus d'entendre ces conneries, mais en même temps, t'as de l'affect, c'est comme ça. Et ça, il y avait un peu ça. Et je me disais, ça, c'est dommage de ne pas en profiter. Peut-être qu'à la longue, ils finiront par peut-être... on arrivera à trouver un terrain d'entente, tu vois, peut-être. Et donc, ça me faisait mal de voir les gens partir quand même, juste pour ça. Et donc, tous ceux qui me traitaient de salope, mais qui m'adoraient, en général, on discutait. Ok, tu discutais avec certains... Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent te dire, j'ai des discussions comme ça avec Luc. Ah, c'est énorme, mais c'est trop bien. Et tu penses... À n'importe quelle heure du jour, de la nuit, machin. Il y a des moments où je peux pas me taire, en fait. Mais ils disent quoi, du coup, ces gens par exemple, je me suis beaucoup fritée avec des agriculteurs. Ok. Parce que donc moi, au début, quand j'étais enfant et ado, je me disais la priorité, c'est vraiment l'humain. La nature, elle s'en sortira. Voilà. Et là, vraiment, moi, je peux plus supporter, en fait, de voir des gens dormir dans la rue, de voir des enfants qui sont pas à l'école, de voir tant d'injustices, je pouvais plus. Et puis quand je suis tombée enceinte, et là j'ai pas travaillé pendant 9 mois parce qu'on n'embauche pas les actrices enceintes facilement, et là j'ai pris le temps de me renseigner sur le monde dans lequel j'allais donner la vie, et là j'ai vraiment flippé, et là j'ai vraiment compris qu'en fait la base de la matrice c'était la nature, et que si celle-ci disparaissait ou dysfonctionnait, tout le reste du vivant disparaissait aussi. Donc j'ai compris. J'ai remis mon ordre de priorité. J'ai revu mon ordre de priorité. Et pourquoi je te disais ça, je ne sais plus. C'était sur... Oui, pourquoi... Enfin, tu disais quoi avec les agriculteurs? C'est les haters. Et donc, du coup, comme je me suis intéressée beaucoup à l'environnement, à la nature, j'ai compris que vraiment, l'agriculture, on faisait le contraire de ce qu'il fallait faire. Vraiment, c'était dramatique. Vraiment, notre système agricole... il est vraiment extrêmement destructeur. Il n'est pas du tout vertueux dans le sens où il ne se régénère pas, il ne fait que se détruire. Donc, du coup, et détruire la vie autour. Donc, du coup, c'est forcément amené à se terminer. Et ça va à l'encontre des cycles de la Terre. Tu vois, on dit de plus en plus qu'on ne peut pas avoir une consommation infinie dans un monde fini. Mais à quelle échelle il est fini le monde? Parce qu'en fait, à notre échelle d'humain, si on n'avait pas cette obsession de la croissance et de la consommation, il serait pas loin d'être infini le monde. C'est-à-dire que l'eau, ça fait 5 milliards d'années ou je sais pas combien de milliards d'années qu'elle se régénère, mais c'est toujours la même eau. C'est la même eau l'eau de pluie qui tombe sur nous, c'est la même que celle qui tombait sur les dinosaures. Et justement, je ne sais pas qui a pensé à ce système extraordinaire de la Terre, mais en tout cas, c'est bien fait. C'est bien fait parce que c'est censé justement être un peu plus ou moins infini. C'est juste l'état du vivant qui doit passer par la mort, la destruction à un moment, mais pour aller vers où, ça, on ne sait pas. Et c'est pas à nous de dire que c'est fini à partir de ce moment-là.
Mais en tout cas, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois vraiment à cette phrase de Lavoisier. Et vraiment, donc je ne sais pas même à quel point il est pas infini. Notre planète Terre, enfin notre système Terre pourrait être infini, mais ça dépend à quelle échelle on se met. Et en effet, nous, peut-être qu'on veut justement, on cherche l'infini et que c'est ça qui fait tout, qui casse le rouage en fait. Mais tout ça pour dire que donc je suis allée, donc j'ai essayé de sensibiliser les gens sur l'agriculture et notre modèle agricole qui pouvait pas marcher et surtout qui nous empoisonnait vraiment et qui empoisonnait mais l'air, l'eau, les êtres vivants, tous et nous y compris. Et donc évidemment il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont sentis agressés. Il faut savoir que moi, du coup, je répète, je suis dans le Salon des Français à 21h sur TF1, donc régulièrement, depuis 13 ans. Donc ma communauté, la communauté des gens qui me suivent, elle est ultra hétéroclite. J'ai remarqué que j'avais, par exemple, plein de gens qui m'aimaient bien dans le milieu du tuning, ou à la police, ou dans le milieu hospitalier. Vraiment, voilà, c'est une série Clem qui touche vraiment tous les milieux possibles. Et donc les agriculteurs aussi. Et donc, les agriculteurs se sont sentis très blessés. Et donc, moi, j'ai voulu discuter aussi pour leur montrer que, en fait, mon but, c'était pas du tout de les stigmatiser, de leur dire « t'as mal fait, t'es mauvais, t'es le mauvais de la classe, t'es méchant. » Non, pas du tout. Je voulais lui montrer que je m'étais renseignée et que d'abord j'étais désolée parce qu'il était la première victime du système, que je trouvais pas ça du tout normal qu'il ait 6 jours de vacances par an, qu'il soit payé 450 € en moyenne, qu'il soit tellement malheureux dans son travail qu'il pense au suicide régulièrement. Je trouve pas ça normal en fait, que je veux bien le croire qu'il a fait ce métier par amour de la nature et qu'en fait on lui impose une maltraitance quotidienne pour la nature. Donc déjà j'avais besoin de dire ça et ensuite de leur montrer que ça m'intéressait vraiment et que donc moi je cherchais encore une fois pas à montrer du doigt mais à comprendre et à essayer de voir comment on pouvait avancer. Et d'ailleurs, c'était hyper agréable parce que c'était encore une fois à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ai eu beaucoup de conversations avec des laitiers à 5h du matin. Et qui se rendaient compte d'abord, qui disaient donc vous n'êtes pas juste une actrice, en fait, ça vous intéresse vraiment. Oui, ça m'intéresse vraiment. Et en fait, dès qu'on commence à dialoguer, on se rend compte qu'on est dans le même bateau. Et on est dans une société qui, par les médias, passe son temps, et par les politiques, à nous faire croire qu'on est tous opposés les uns aux autres, qu'on est tous l'ennemi de l'autre. Alors qu'en fait, non, il y a des ennemis de l'humanité, moi je pense vraiment, parmi les humains. Mais il y en a peu. Et par contre, on est très, 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 très nombreux à avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes aspirations. Et donc, à pouvoir fonctionner ensemble. Et voilà, j'ai l'impression que la place que j'ai avec cette série, encore une fois, dans les foyers les plus divers possibles en France, ça me permet... ça me donne une place un peu particulière qui me permet de discuter de ce genre de choses. Et j'imagine aussi que, du coup, d'un côté, il y a des gens qui ont arrêté de te suivre, mais de l'autre, il y a d'autres personnes qui ont commencé à te suivre justement via cet engagement aussi. Ouais, même si c'est vrai qu'on a remarqué avec mes potes écolos que dans le milieu de l'écologie, je suis vraiment pas... c'est un des milieux que TF1 touche pas beaucoup, manifestement. Ouais. Et donc du coup, je suis plutôt assez méconnue dans le milieu de l'écologie. Mais il paraît que chez les moins de 25... je suis maintenant plus connue pour mon engagement écologique que pour Clem. Moi, je t'ai connue via ton engagement écologique, plutôt que c'est Clem. drôle. Tu vois, okay. C'est marrant. C'est cool. Du coup, comment, donc si on parle encore d'écologie, de ciné, comment l'écologie est perçue dans le milieu de la télé, du cinéma? Et toi, comment t'essayes de sensibiliser justement toute cette industrie? C'est pas facile, hein. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, le milieu du cinéma, l'audiovisuel et tout ça, c'est quand même pas le milieu le plus progressiste qu'on connaisse, surtout en France. Et donc, en fait, ce qu'on peut constater autour des violences sexuelles, ça existe un peu sur tous les sujets en fait, émergents.
Et en effet, l'écologie, alors que pourtant, quand même, quand tu es artiste, c'est que tu as quand même une certaine sensibilité. Un artiste, c'est rien d'autre qu'une éponge, en fait, qui emmagasine le maximum d'informations autour de lui et qui essaye d'en faire quelque chose. Mais si t'es pas un peu attentif au monde autour de toi, et t'as rien à rendre, quoi. T'as rien à transcender. Donc je trouve ça quand même étrange que dans cette communauté qui est censée être sensible, y ait si peu de gens vraiment sincèrement convaincus du bien fondé de protéger la nature et le vivant. Donc il y a peu de gens qui sont contre, tu vois, il y a peu de climato-sceptiques, mais il y a un déni de réalité, ce qui est un peu normal aussi. C'est un métier où on t'apprend à développer totalement ton imaginaire, à devenir schizophrène, machin. Donc en fait, si tu as envie de te protéger du monde, après, c'est très facile. Et d'oublier ce qui ne va pas. Et donc, voilà, tu te reposes un peu sur tes acquis. En tout cas, moi, je trouve que... Désolée, je sais que c'est un peu excluant, ce terme de boomer. Mais je ne sais pas trop comment... J'ai pas trouvé encore vraiment d'équivalent. En tout cas, clairement, il y a une génération, désolée, mais à partir de 40 ans, à la fois chez les techniciens et chez les artistes. C'est un peu, tu vois, par exemple, sur le dernier tournage de Clem, tous les techniciens étaient gentils, sympathiques, il n'y avait pas de problème, hein, mais il a été décrété qu'il y aurait un jour par semaine à la cantine où on ne mangerait pas de viande. Non, mais attends, ça a fait des histoires, mais pendant 5 semaines, quoi. Ah oui. Pendant 5 semaines. C'était à l'initiative de qui ? Alors, c'est... En fait, moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse des productions beaucoup plus écolo, où on essaye vraiment de diminuer au maximum notre empreinte carbone. Et que moi, ça ne m'intéressait pas de tourner dans des productions qui n'étaient pas dans cette démarche-là. Et donc, la production a fait appel à un prestataire pour les aider, pour les accompagner et pour les aider à diminuer l'empreinte carbone. Et donc, ce prestataire a dit ce serait bien de faire un repas végétarien, ça change beaucoup l'empreinte. Et ouais, ça a été un drame, une histoire, mais vraiment pas possible. On en entendait parler tout le temps, toute la journée. Et les techniciens qui étaient vraiment en panique, et d'un, de ne pas avoir leur dose de protéines, et de deux, qui étaient là, ma liberté, on s'attaque à ma liberté. Et moi, ma liberté de vivre un peu plus longtemps, t'en as rien à foutre, en fait, concrètement. Et alors que c'est des gens sympathiques, tu vois, mais tu vois bien que c'est pour ça que je parle d'endoctrinement, c'est qu'on a vraiment... on a été formaté à beaucoup, beaucoup de choses, et que c'est vraiment un travail de tous les jours de déconstruire ça dans tous les domaines. Hein. Et donc voilà, ils n'arrivaient pas à voir. Et il y en avait qui me disaient, mais ça va, je fais ma part chez moi. Je dis, non, tu fais pas ta part. Moi, je fais pas ma part et je fais du maraîchage bio et je me chauffe au bois. Et voilà, et je t'assure que je ne fais pas et je ne prends plus l'avion, mais je ne fais pas ma part. Je ne fais pas la part qu'il faudrait que je fasse. Et donc, non, ça suffit pas. Et en plus, on te propose d'essayer quelque chose d'autre. Mais en fait, lui, non, il a dit, tu me proposes pas, tu m'imposes. Ouais. Et c'est pas complètement faux non plus, ce qu'il faut entendre là-dedans. C'est-à-dire que moi, je juge un peu cette réticence que je trouve extrêmement dommage. Maintenant, il faut entendre quand même que personne n'aime la contrainte, en fait, et qu'on ne convainc pas en contraignant. Clairement. Et que le but, c'est pas de faire des efforts pendant 1 an ou 2, c'est d'être convaincu, que la civilisation se convainc que vraiment... c'est mieux pour elle d'agir autrement et d'avoir un autre mode de vie. Donc c'est sûr que de toute façon, je ne suis pas pour la dictature et que ça ne m'intéresse pas, la contrainte. Sauf que, bon, il y a un moment où, à force de ne pas contraindre, on perd tellement de temps que ça fait peur. Voilà. Mais c'est sûr que c'est assez compliqué parce que... Comme tu l'as dit, tu as des gens qui le voient comme la contrainte, et la contrainte, ça ne fonctionne pas. Enfin, tu ne peux pas convaincre les gens comme ça. Et ce qui est compliqué, c'est de réussir à embarquer les gens. Justement, c'est pour ça qu'on parle toujours de récits positifs, nouveaux imaginaires, etc. Et c'est de réussir à rendre tout ça vraiment très enviable, plus désirable, et que les gens le fassent par conviction et parce qu'ils trouvent que c'est une bonne chose, quoi. Donc, ok, je comprends. Et sur cette partie-là, sur le cinéma, je me sens, on avait une conversation où tu parlais de la série 24 heures chrono, et que justement, tu disais que Obama, il avait été élu, selon certaines études, parce que justement, dans la série 24 heures chrono, il y avait un président qui était noir,
et que du coup, ça avait eu ça a eu un impact sur les imaginaires collectifs, et comme les gens trouvaient que c'était possible via la série, donc pourquoi pas dans la vraie vie. Tout à fait. Et donc, du coup, là-dessus, le cinéma, l'industrie de la télé, elle a un pouvoir considérable. Considérable. Et donc, toi, t'en penses quoi? Comment on pourrait justement utiliser le pouvoir du ciné, de la télé, pour construire quelque chose sur l'écologie? Eh ben, il y a tout à faire. Mais en effet, je pense vraiment que la fiction a un pouvoir considérable. Vraiment, qu'on n'imagine même pas. Zelensky aussi, en Ukraine, apparemment, il était comédien à la base, il a joué dans une série où il devenait président, et paf, 73% des voix quand même. Enfin, tu vois, c'est pas... Bon exemple. Et en fait, moi, je pense que vraiment, il va falloir que la fiction s'empare, avant toute chose, de l'espoir. C'est-à-dire que c'est très difficile de se battre contre quelque chose qui te fait mal. Vraiment. Et souvent, le réflexe même, c'est de soit rien faire, soit être docile. Et ça paraît insurmontable de se battre contre quelque chose qui fait mal. Par contre, si tu commences à imaginer un truc qui te fait vraiment envie, mais là, ça devient beaucoup plus facile de se battre. Et là, tu as l'impression que tu peux... En fait, tu n'as même pas l'impression, tu te dis, quoi qu'il, je vais déplacer la montagne parce que je veux le truc derrière. Et je pense qu'il va nous falloir déployer une force complètement colossale à déplacer des montagnes. Et que pour ça, au lieu d'être motivé par la peur de mourir dans peu de temps et avec plus d'énergie, on devrait être mu par une envie d'un monde où on pourrait s'épanouir et être heureux. Et donc, je pense que la fiction doit vraiment nous proposer des imaginaires enviables, atteignables, et quelque part, atteignables, mais quelle que soit l'énergie qu'il faut déployer pour ça, parce que ça, on en est capable. En fait, on est capable de tout. Et vraiment, aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire de l'humanité. Tu en parles tout le temps, toi, sur les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, je veux dire, on a une créativité et on a des moyens qui sont incroyables. On a vraiment l'impression qu'on pourrait tout faire. Et donc, se battre pour essayer de... lutter pour quelque chose qui donne envie. Et par la fiction, je pense, peut vraiment nous inspirer à ça. Et en fait, depuis les années 90, il y a une énorme crise de l'imaginaire. Je ne sais pas si tu sais. Ah non, pas du tout. Depuis, en fait, le développement des écrans. D'abord dans les chambres, la télé dans la chambre, puis après les smartphones et tout ça. En fait, à force d'être abreuvé d'images en permanence et de contenu fictionnel ou quoi, on n'a plus d'imagination. Mais vraiment, c'est une chute libre de l'imagination chez l'humain. Or, c'est quand même un peu problématique parce que pour se sortir d'une situation inconnue, sans l'imagination, c'est carrément... ça me paraît, moi, pas possible. Peut-être ça l'est, mais bon, en tout cas, ça paraît très difficile. Et donc, l'humanité est devant un problème de risque d'extinction. Et donc, il faut qu'elle soit ultra créative, qu'elle vraiment fasse preuve d'imagination. Et c'est pas de bol le moment où on en a le moins. Donc, vraiment, il faut réactiver par tous les moyens nos imaginaires. Donc, déjà, tous les gens qui écoutent ce podcast, je vous invite à déjà... écouter des podcasts plutôt que de regarder, en effet, des images. Et puis aussi, prendre le temps de contempler, de lire, de faire d'autres choses, mais que de s'abreuver d'images et d'imaginer... de s'abreuver d'images. Et ensuite, moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à regarder des fictions qui ne m'inspirent pas, en fait. J'ai l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression de perdre du temps de vie. Et je voudrais dire aussi qu'en dehors du milieu audiovisuel, vraiment, on a tous intérêt à travailler notre imagination, parce que moi, je pense que c'est vraiment contagieux, l'imagination, et que, en fait, mon père, il était inventeur, et il me disait tout le temps ça. Il me disait tout le temps, tu vois, là, je viens d'avoir l'idée, ça veut dire qu'il y a au moins 100 ou 1000 personnes qui ont eu la même idée sur la Terre, donc là, il faut vraiment que je me dépêche de la mettre en place, sinon, je vais perdre la primeur. Et je suis assez d'accord les idées, c'est comme les fruits, les fleurs, ça germe au bon moment souvent et donc ça germe dans plein d'esprits. Et si on cultive ça, en fait, ça nous dépasse. Mais justement, l'imaginaire peut nous dépasser et peut prendre une part dans notre réalité.
Et voilà, et c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie de... en fait, pour tout avouer, j'écris... là, je suis en train d'écrire des fictions où je pars de problèmes... tout ce qui m'énerve dans la société ou qui me rend folle même. Enfin, énervé est un mot assez faible parce que c'est des choses qui me choquent profondément. Tous les dysfonctionnements qui me choquent profondément m'inspirent en fait une fiction. Je me dis, tiens, moi, j'ai envie d'écrire une série où je résous le truc parce que là, vraiment, ça m'énerve. Où on le prend par les cornes et on essaye de comprendre pourquoi le mécanisme. On essaye de proposer quelque chose qui pourrait faire que ça se régule. Tu as des exemples là-dessus de fiction que tu es en train d'écrire sur un problème particulier? Là, par exemple, il y a une fiction, mais il faut que je me dépêche de l'écrire parce qu'il ne faut pas que vous me la piquiez. Mais il y a une fiction que je suis en train d'écrire sur... c'est des enquêtes. C'est des enquêtes sur tout ce que la police et l'État n'ont pas le temps d'enquêter. Mais donc ça peut être pourquoi il y a des poissons morts dans la rivière, pourquoi le petit garçon là il a un comportement très bizarre dans la classe, pourquoi est-ce que et c'est un genre d'Erin Brockovich si tu veux, je sais pas si tu vois la ref, non je suis trop vieille. Erin Brockovich, c'est l'histoire d'une nana d'une maman solo qui galère de ouf et qui a un accident avec un avocat à un moment de voiture et en fait elle est tellement dans la merde qu'elle lui dit c'est votre faute et si vous m'embauchez pas je perds tout, donc c'est votre responsabilité de m'embaucher. Donc il l'embauche et il lui file des dossiers inextricables, dont personne ne veut, à classer, à trier, sauf qu'elle est ultra intelligente. Et elle lit les trucs et elle se rend compte que là, c'est un truc énorme de contamination d'eau qui détruit toute la région et tout ça. Et elle finit par convaincre l'avocat qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et ça prend des années, mais ils finissent par avoir un gain de cause et avoir je ne sais plus combien de milliards d'indemnisation pour toutes les familles. Et c'est une histoire vraie. Okay. Et c'est une histoire incroyable jouée par... Julia Roberts. Et donc voilà, donc c'est ce genre de choses, tu vois, des enquêtes que personne n'a le temps de faire, mais qui sont quand même assez clés, à la fois pour l'environnement, à la fois pour la justice sociale. Voilà. Bon. Et en fait, après, je peux pas tout te dire, parce que vraiment, le plan est machiavélique. Pas tout spoiler, là. Je te préviens. Mais en fait, c'est vrai que j'écris mes fictions un peu comme des virus pour qu'ils contaminent. et l'idée, c'est vraiment qu'on parte de problématiques réelles, actuelles. Et que donc d'abord, on essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'harmonise. Et puis après, vraiment proposer... Par exemple, j'écris aussi une série en parallèle qui t'explique pourquoi Camille Etienne est devenue présidente de la République. Aïe. Peut-être, du coup, si la série sort, on aura peut-être Camille Etienne présidente un jour. Et peut-être. Et attends, du coup, c'est ce que tu écris, la vocation du coup derrière, c'est de les faire produire. Ok, trop bien, trop cool. Ouais. Tu t'es décidé quand à faire ça? Ça fait très très longtemps. L'écriture, c'est vraiment mon premier amour, l'écriture de fiction. Et puis, je me sentais pas légitime, je me sentais pas capable, je me sentais pas plein de choses. Et puis, je priorisais ma carrière de comédienne, mon rôle de maman aussi, dans lequel j'essaye de m'investir le plus possible. Mais là, en fait, je me rends compte que l'écriture, d'abord, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Et puis, ça me donne de l'espoir parce qu'encore une fois, quand tu commences à imaginer ce que ça pourrait être la vie, vraiment, ça te rend heureux, en fait. Et puis, ouais, je crois vraiment, encore une fois, je te dis, à ce pouvoir de l'imagination collective. Donc, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Et puis, j'ai l'impression que les chaînes sont plutôt à l'écoute. Donc, je vais en profiter. Trop bien. Voilà. Cool. Bientôt, Lucie Lucas, scénariste. On verra. Et rapidement, juste pour revenir sur les imaginaires, etc., dans le milieu de la télé ou du cinéma, tu disais que tu essaies de mettre en place certaines initiatives pour que, je sais pas, par exemple, est-ce que tu peux me donner des exemples sur ces initiatives qu'on peut voir à l'écran en tant que spectateur? Alors en fait, en tant que spectateur, quand tu regardes une fiction dans laquelle je joue, en général, tu vas voir que mon personnage et certains autres, au moins certains autres, si ce n'est tous, vont essayer d'adopter des habitudes
qui sont pas très énergivores, qui sont donc ça veut dire aller au travail en vélo ou à pied, ça veut dire essayer de consommer. Voilà, ils reviennent de leurs courses, ils ont des sacs de vrac ou des bocaux. Alors on voit que le jus d'orange il est bio. C'est des détails. Ils ont un compost. Voilà, ils ont un cendrier de poche, ils jettent pas leurs clopes par terre. Mais c'est dans des détails aussi comme ça. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment, voilà, ce qui pour moi sont des habitudes vraiment du bon sens. Enfin, voilà, mais que j'ai dû apprendre parce que la société ne me l'avait pas appris. Voilà, déjà au moins que les fictions dans lesquelles je joue puissent avoir des personnages comme ça qui ont des... Voilà, c'est normal, on n'en parle pas en fait, c'est normal et on le voit et ça rentre dans la normalité. Il y a aussi par exemple, Clem, dans Clem, Valentin, son fils a été... s'est engagé dans un groupe altermondialiste. Clem a fait du maraîchage bio. Clem, c'est vraiment Martine à la plage. Clem s'est battu contre une usine qui avait des poisons, enfin qui utilisait des teintures qui étaient des poisons et donc qui contaminaient les gens qui les portaient. Elle m'a mis un peu gilet jaune. Elle a fait plein de trucs. Et maintenant, il n'y a plus une fiction dans laquelle je joue et où j'essaye pas de mettre le plus possible en fait de gestes écologiques. Mais c'est vrai que j'ai pas encore. Moi, j'aurais adoré. J'adorerais tourner dans des films qui sont ouvertement engagés aussi. Tu vois, ça j'ai jamais fait encore. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus puissant de voir des habitudes dites écolo dans un film, mais de manière vraiment implicite, plutôt que de voir un film où tu dis le film va parler d'écologie. Et donc en fait, tu arrives avec un biais en disant bon, le film va parler d'écologie, donc forcément ils vont forcer le trait sur beaucoup de choses. Alors que si c'est dans un film ou une série traditionnelle, bah en fait justement ça va avoir un impact sur ton subconscient et ça va être beaucoup plus naturel. Et il n'y a pas cette volonté de convaincre à tout prix. Et là, on essaye, en général, quand on essaie de convaincre à tout prix, les personnes qui sont sceptiques, tout de suite se mettent sur leur réserve. Alors que là, c'est implicite et du coup, c'est beaucoup plus fort. Et je trouve que si on fait ça sur plein de séries, en fait, ça va devenir normal. Et enfin, ça serait bien. Toute la puissance de l'imaginaire, elle est là, elle est sur des habitudes qui sont implicites comme ça, qu'on voit à l'écran et qu'on a tellement intégré qu'aujourd'hui, on considère ça comme normal, alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui ne le sont pas forcément. Donc, moi, je trouve ça trop, trop fort. Hein. Honnêtement, ça a l'air de rien, mais c'est ultra puissant comme message. Bon, cool si tu crois aussi. Mais j'en suis convaincu. Et donc là, sur les questions de fin, est-ce que tu peux nous parler de ta ferme biologique ? C'est quoi l'idée ? Comment tu as été amené à faire ça ? Pourquoi ? Alors, avec Adrien, l'homme de ma vie. Que tu as rencontré à 13 ans. Ouais, que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Ouais. C'était le petit nouveau en 4e. Et on y repense régulièrement parce qu'on se dit quand même c'était fou parce qu'on était obsessionnels l'un de l'autre mais on n'est pas sortis ensemble et à y réfléchir ça se comprend parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble donc tu vois on a senti un truc là on savait pas mais vous êtes sortis ensemble à partir de nos 19 on a commencé à être ensemble à 19 ans ouais. Okay. Et donc on en a 37 maintenant. Et donc, lui, il était... donc, moi, j'étais à fond dans ma carrière. Et on avait 2 petites filles. Et lui, donc, il était ingénieur en bâtiment spécialisé dans l'éco-construction. Mais il a très peu travaillé parce qu'il s'est consacré à notre foyer très vite. Et donc, il est devenu père au foyer, c'est réducteur parce qu'il s'occupait de moi aussi. Mais voilà, il s'est consacré au foyer pendant 8 ans. Et puis pendant ces 8 ans, il me disait je peux pas donner le meilleur à nos enfants au milieu du béton et de la pollution. On peut pas respirer. Je peux même pas leur apprendre à faire du vélo. Les trottoirs ils sont grands comme ça.
on tourne en rond, j'ai pas grand-chose à leur transmettre. Et à une époque où on devrait leur apprendre à être beaucoup plus autonome, à connaître les plantes, à connaître avoir un rapport facile aux animaux, à savoir se faire une cabane, à savoir à comprendre les saisons, à comprendre l'intérêt, c'est bête, hein, mais l'intérêt de l'hiver. L'hiver, en fait, c'est le moment où la nature dort. Et on a tous besoin de dormir. Si on ne dort pas, on meurt beaucoup plus vite. Et en fait, d'être au contact de la nature te fait comprendre ces trucs qui font partie de des règles du jeu pour qu'on puisse vivre, en fait. Et là, au lieu que ce soit intellectuel, c'est dans ton environnement, c'est dans ton corps, tu le vois, en fait, tu le sens, tu le vis, et donc du coup, tu l'intègres naturellement. Et donc voilà, puis on avait envie d'être beaucoup plus autonome parce que nous, on a toujours grandi donc, en banlieue parisienne et quand on a réalisé à quel point la ville était pas autonome et que si y avait une grève de carburant, par exemple, et en 3 jours, il n'y avait plus rien dans les magasins, il n'y avait plus rien à bouffer. Enfin, vraiment, c'est quand même c'est vertigineux. Et quand tu es jeune parent, tu te dis... c'est pas ça que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Donc on s'est dit, allez, on cherche quelque chose pour... moi, je me voyais pas vivre à plein temps hors de Paris parce que quand tu es comédien, tu crois que tous les castings, c'est à Paris, il faut être là instantanément. Et, donc c'est difficile. Et donc on a mis 5 ans on a sillonné toute la France, on a pris vraiment le temps de trouver l'endroit qui nous parlait vraiment. C'était long quand même. Les enfants n'en pouvaient plus. Ils se disaient, mais tous les étés, on dit au revoir à nos potes comme si on les reverra jamais. Et en septembre, on revient à chaque fois. donc voilà. Et puis, au bout de 5 ans, on a trouvé donc, un endroit en Bretagne qui fait 27 hectares. Où c'est complètement magique. Il y a 11 hectares de forêt, 6 hectares de parc et le reste de prairies. Il y a de l'eau, des étangs, c'est incroyable comme endroit, c'est sublimissime. C'est un endroit qui est habité par les hommes depuis au moins les Gallo-Romains. Et donc il y a beaucoup d'histoires aussi. Et c'est un endroit qui a été très abîmé ces 50 dernières années néanmoins. Et c'est marrant parce que quand on a acheté, on a vu des photos aériennes des années 50. Et où tout était bocagé, c'était vraiment des toutes petites parcelles avec des arbres au milieu. Enfin, franchement, au niveau de préservation de la biodiversité, c'était idéal, parfait. Et puis après, ils ont rasé tout ça, ils ont mis des barbelés, ils ont fait de la monoculture et hop là, tout détruit. Il y avait aussi ce truc des décharges, ça c'est un vrai dos qu'on ne connaît pas quand on est citadin, c'est les décharges sauvages. C'est-à-dire que vraiment, à la campagne, c'est vraiment cette culture d'aller foutre au fond du jardin des trucs dont tu sais pas quoi faire. Donc ça peut être le toit en amiante, ça peut être la carcasse de bagnole, ça peut être les bidons de produits chimiques que tu vas plus utiliser, ça peut être vraiment... Et donc sur le lieu où on est, il y a encore... on a identifié là, on en a identifié 2. Mais si ça se trouve, il y en a plus. Et puis, faut vraiment, ça ne se dépollue pas n'importe comment, quoi. Donc voilà, mais bon, bref. Ce qu'on a aimé dans cet endroit, c'était qu'on avait l'impression qu'on pourrait être autonome, cultiver la terre, avoir du bois pour se chauffer, de l'eau. Et donc, ça nous a énormément plu. Et on s'est installé là-bas. Et donc, la première chose qu'on a fait la première année, c'est de ne rien faire. C'est de juste observer, contempler et essayer de comprendre comment ce lieu marchait naturellement, comment il était composé et voilà, et pas arriver tel des colons, genre on va faire ça là, on va faire ça là. Et puis assez rapidement quand même on s'est mis à cultiver la terre, donc la première année juste pour notre famille, pour être autosuffisant, et puis en fait on s'est rendu compte que c'était tellement de boulot que tant qu'à faire, essayer de gagner sa vie avec, parce que c'était vraiment un gros investissement dans une famille, honnêtement. Nous, on est 5, et pour notre famille de 5, c'est quasiment un plein temps. Vous avez appris tout seul à le faire ? Alors, on a eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur le lieu. Quand nous, on est arrivés, donc on l'a gardé.
Et lui, ça fait 15 ans qu'il travaille sur le terrain, donc il connaît l'endroit par cœur. Il a toujours travaillé avec la Lune, il n'a jamais utilisé le moindre pesticide. Donc il lui-même était très sensible, tu vois, à nos aspirations. Et donc il a pu vraiment nous apprendre. Puis il était très, très au courant, il parle tout le temps du savoir-faire des anciens. Et en fait, c'est vrai qu'on n'invente pas grand-chose. On redécouvre aussi plein de techniques ancestrales qui sont hyper utiles. Et donc là, voilà, on a décidé de, finalement, Adrien a dit, voilà, moi je vais m'y consacrer, puis je vais devenir maraîcher. Et donc là, après, assez rapidement, il a fait appel à... Enfin, on a été sur Terre de Liens, et là, j'ai vu sur Terre de Liens, qui est un site, donc pour mettre les gens en lien autour de la Terre. Et donc, il y avait une annonce d'un mec qui était infirmier à Toulouse et qui avait fait une formation pour se reconvertir au maraîchage et qui voulait se rapprocher, aller en Bretagne parce que sa femme était de là-bas et chercher un terrain. Et donc, voilà, on lui a proposé de venir chez nous et donc, ils se sont associés. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que la ferme tourne. Et donc c'est super chouette. Là donc au bout de 2 ans, sur la dernière année, ils ont dégagé l'équivalent d'un salaire et demi, et un salaire à 2 000 €, donc ce qui pour un maraîcher est quand même sympa. Même si le but c'est quand même d'essayer de gagner plus, concrètement, et de générer plus de salaire, d'emploi quoi. Voilà, nous on voulait pas faire de l'agriculture pour gagner 400 € par mois. On n'estime pas du tout que c'est un système viable et que c'est un modèle viable, c'est pas possible. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu le Covid. On s'est dit que on aimerait bien vendre à la ferme aussi directement, en direct. Et donc on a ouvert les mardis et les vendredis de 17 à 19 h. Tu vois, c'est pas très contraignant, c'est pas très long. Voilà, les gens viennent à ce moment-là. Bon, là maintenant, il a été décidé pour l'hiver que ce serait le mardi de 17 à 20 h. Donc, la fourchette serait plus grande et il y aurait 15 jours. Voilà. Et puis ensuite, on a ouvert une boutique de producteurs locaux, donc dans lequel on vend nos produits et tous ceux des producteurs alentours qui respectent notre charte. Et puis là, on est en train de construire un bar, parce qu'on pense que c'est vraiment, encore une fois, toujours dans cette idée de garder le lien, de faire du lien, et qu'en fait, on est au pays vraiment c'est vraiment Astérix Obélix, hein. C'est les banquets en permanence, c'est voilà, tout le monde a des a priori sur tout le monde, mais au bout de 2 verres, tout le monde est super pote. Donc c'est assez touchant. Et donc nous, on a envie c'est fertile en fait comme ambiance, donc on a envie de profiter de ça et d'essayer de nous néo-ruraux, tu vois, colons citadins, on essaye aussi de montrer une autre image de nous et encore une fois, toujours cette volonté de montrer qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a vachement plus intérêt à se découvrir les uns les autres qu'à pas se calculer, quoi. Donc voilà, et puis là, on aimerait bien aussi, parce qu'on a vécu dans une on vit dans une très grosse maison qui est sur le terrain, et donc jusqu'à cet été, on était 11 à vivre là-dedans. Donc, il y avait nous 5, donc les 3 enfants, et Adrien et moi, et puis il y avait aussi un autre couple avec un enfant, et il y avait 3 célibataires. Ok, c'est en coloc. En plus, en coloc, ouais, si on veut. Et j'aurais pu commencer par ça, mon plus gros échec, parce que c'est pas un gros échec, mais c'est quand même un échec pour moi. C'est qu'en fait, là où on a été bête, et c'est vraiment un conseil que je voudrais donner aux gens qui nous écoutent encore, parce que c'est un peu long, je suis désolée, et qui voudraient vivre en communauté, en fait, qui se diraient pourquoi pas. Il faut que la vie en communauté soit vraiment un choix. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli les potes qui avaient envie de se mettre un peu au vert, qui avaient une galère de logement.
Et en fait, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est parce qu'en fait, on n'a pas fait une charte de base de pourquoi je suis là, pourquoi c'est important pour moi de vivre en communauté, d'essayer cette expérience. Et parce qu'en fait, quand tu vis à plusieurs, en fait, il faut mettre des règles. Il faut mettre plein de règles. Et au début, ça paraît hyper infantilisant. En fait non, c'est vraiment un outil de liberté. Mais c'est souvent perçu comme une infantilisation, surtout si tu n'as pas décidé profondément de vivre en communauté à la base. Donc voilà, ça a été des moments merveilleux. Ça a duré 2 ans quand même. On s'est éclaté, on a passé des moments super. Mais on a aussi souffert et ça a été aussi compliqué. Et finalement, on a décidé d'arrêter. Et voilà, c'est pas mon pire échec, mais c'est vrai que, en tout cas, je sais que c'est parce que on a voulu être ouvert et c'était super chouette, et partagé. Mais en fait, si tu mets pas un cadre, des cadres, Ça marche pas. Ouais. Ben ouais, c'est trop difficile. Dernière question signature. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Avoir de l'impact. Ben, en fait, je sais pas. Mais ça me fait penser à Pocahontas. À quoi ? J'ai pas à compris. Pocahontas. C'est quoi ? C'est un Disney. Ok, d'accord, je connais pas. Et en fait, t'as une espèce de... Donc ça se passe en Amérique du Nord. Et en fait, chez les Indiens autochtones. Et à un moment, t'as un être magique qui s'appelle Grand-Mère Feuillage. Et qui explique à Pocahontas, il rigole, qui explique à Pocahontas que la théorie des ronds dans l'eau, en fait. Et elle dit, regarde, je touche à peine la surface de l'eau avec une feuille, et regarde, ça fait un rond, et regarde comme il se propage et comme il va loin. Et en fait, c'est vrai que cette image, elle est quand même magnifique, et moi, elle m'a hantée, carrément. Et en fait, on ne peut pas savoir ce qui va faire des ronds dans l'eau. Mais par contre, on peut... Et jusqu'où ils vont aller. Mais si on écoute son cœur et qu'on essaye d'être vraiment le plus juste possible par rapport à son cœur et de faire de répondre aux élans de son cœur, il y a de fortes chances que ça finisse par des ronds dans l'eau. Et donc, de l'impact. Non, c'est beau, c'est très imagé. J'aime beaucoup cette métaphore. Merci beaucoup pour cette conversation. C'est bien agréable. Vous êtes encore là ? Ah, trop bien, j'ai encore un truc à vous dire. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager et surtout à nous mettre 5 étoiles. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Alors, je compte sur vous ?